Nous allons sans transition retrouver notre ami le docteur Daniel Guggenheim parce qu'on l'a langui, il faut bien avouer que ça fait plus de 8 jours qu'on ne s'est pas parlé et que donc vous étiez retenu à l'étranger hier et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu avoir notre chronique hebdomadaire, mais ce n'était donc que partie remise d'un jour. Alors nous sommes heureux de vous accueillir ce matin, Daniel Guggenheim. Boker Tov. Bonjour. Alors, je le disais parmi les titres dans les journaux d'information et même dans la presse israélienne, on en parle beaucoup ce matin, la situation, on va dire, très périlleuse du consortium Teva. Teva dont l'action a perdu, c'est un chiffre assez stupéfiant, au cours des 3 dernières années, 80% de sa valeur. Comment un consortium qui était, on va dire, le fleuron de l'économie, de l'industrie israélienne est devenu véritablement un nid de problèmes et un véritable casse-tête pour l'économie israélienne aujourd'hui. Oui, bonjour. D'abord, puisque vous parlez de l'étranger, j'ai été en Alsace cette semaine et je peux vous dire qu'on écoutait... Votre terre d'origine, on va dire. Et je peux vous dire qu'on écoutait aussi là-bas. Ah, c'est très les gens me disent par Facebook et autres, donc ça veut dire c'est une bonne chose de voir qu'on est... qu'on ne parle pas dans le vide, quoi. Et qu'on est dit même à l'étranger, c'est important. Pour revenir vous avez exactement posé le problème qui existe pour Teva. C'était une entreprise qui était la première en Israël, qui jusqu'à maintenant était la première cotation en bourse. Elle valait plus que 50 milliards de shekels. Et elle a perdu cette semaine sa place sur une entreprise d'autre qui s'appelle IFF, parce qu'elle a baissé de cette semaine de même hier, 9% de la bourse de Tel Aviv hier. Non, Teva. Teva, oui. Elle a entraîné, tellement qu'elle est importante, elle a aussi entraîné des baisses dans la bourse générale. La bourse a un tout petit peu baissé hier, mais Teva lui-même a baissé, il y a des jours entiers où il a baissé même de 10%, hier encore de 6%, et hier encore en Amérique, et il a... Bon, c'est une situation très difficile. Très difficile. Qu'est-ce qui a déclenché ça maintenant, ces derniers jours? C'est que... c'est quelque chose qui s'est passé d'ailleurs pas maintenant, il y a quelques années de ça, et il y a quelques jours de ça, l'Amérique a dit qu'ils vont mettre en justice pour punir Teva et beaucoup de sociétés américaines, d'autres sociétés qui vendaient des produits génériques, des pharmacies en générique en Amérique, pour avoir fait un cartel de 1000%. Au-dessus de la valeur. Et donc, ça veut dire, expliquez pour les profanes, expliquez-nous. Oui, donc, qu'est-ce que Teva a fait là Teva avec des autres entreprises, parce qu'elle était aussi paniquée, elle avait un produit qui s'appelait le Copaxone, qui était son produit phare, et elle a vu qu'elle avait maintenant des gens qui l'imitaient, donc elle a compris que même... Et elle a perdu, on va dire, l'exclusivité. Elle a perdu l'exclusivité. Et celui qui était avant, celui maintenant qui est d'ailleurs un Suédois avant, Carl Schutz et Avi Goldman, il a paniqué, il a pris plusieurs décisions d'investissement dans des entreprises qui étaient mauvaises finalement, et que c'était des milliards et des milliards de dollars qu'il a perdu là-dessus. Et en plus, quand on est paniqué, ils se sont dit, on va augmenter artificiellement le prix des médicaments. Et on a eu l'enregistrement de ce qu'ils parlent avec les autres entreprises. C'est vraiment comme de la mafia, c'est vraiment, et c'est problématique. Et maintenant, c'était à l'époque de Goldman aussi. Oui, et lui, c'est le Carl Schutz, il y a que depuis plusieurs années, il a essayé de faire des coupes sombres, et il se connaissait dans la pharmacie, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, lui donne aussi beaucoup d'argent, mais pour l'instant, il est obligé c'est comme c'est des choses à retardement, et on savait que ça existait. Le problème, c'est que la décision américaine a été de le faire. Maintenant, on estime à plusieurs milliards de shekels qu'est-ce qu'il va devoir payer. Donc c'est beaucoup. La question est de savoir s'ils vont perdre ou pas perdre. Eux, ils disent qu'ils ont des bons arguments, mais c'est ce que Teva dit, et les investisseurs, les analystes financiers, par exemple HSBC hier a dit qu'il était très inquiet sur Teva. On parle maintenant de nouveau, c'est ce qui a augmenté sa baisse de Teva, c'est que
ou bien c'est peut-être une entreprise qui la rachèterait tellement que quand les cours boursiers étaient à ce stade, ce qu'on appelle en hébreu Ishtaltut, tellement qu'elle est baissée, ou il peut y avoir aussi un problème elle a des emprunts qu'elle a fait en Amérique sur des obligations en Israël. Il n'y a pas d'obligations, c'est que des actions, mais en Amérique elle a aussi emprunté, et à savoir si elle pourra rendre ses emprunts qu'elle a fait et sur le marché financier et autres. Et la question comment s'en sortir de cette phase? Et la question qu'ils ont demandé, et d'ailleurs, il y a maintenant jusqu'à la fin 2019, il y avait un plan. Et ils ont dit, et un plan qui a d'ailleurs fermé des usines ici, et beaucoup de gens qui travaillent chez Teva en Israël ont perdu leur place. Ils ont posé la question hier, et qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que après 2020, c'est-à-dire c'est bientôt, c'est dans quelques mois, est-ce qu'il va y avoir un nouveau plan de coupe sombre à l'étranger et aussi en Israël, qui va faire que les salariés de Teva vont avoir des problèmes? Et c'est un point qui est aussi en suspens, et c'est très inquiétant. Vous avez effectivement parlé de baisse de 85%. C'est aussi une baisse historique de son taux de cotation, et donc c'est un problème pour son avenir. Son avenir est en jeu. C'est pas très encourageant c'est parce que ça va avoir des répercussions sur l'économie israélienne. Un rachat de Teva ou en fait un changement de statut de Teva, ça peut avoir un impact majeur sur l'économie israélienne, n'est-ce pas? Un des sujets, je pense, pour nous, pour les épargnants, à part les salariés dont on a parlé, c'est très important. Et peut-être on aura le temps d'en parler pour l'histoire des retraites plus tard dans la chronique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Teva s'appelait l'action du peuple. Et donc beaucoup d'investisseurs, ce qu'on appelle les institutionnels, les compagnies d'assurance et vos retraites, sont investis dedans. Et donc quand les gens qui sont investis dedans vont perdre beaucoup d'argent, et ça fait perdre aussi à la bourse de façon générale. Et les caisses de retraite qui sont investis là-dedans aussi. C'est un problème. Ça peut être un problème. Oui. Alors, on va parler justement de retraite, puisque il y a aussi un problème, et c'est vrai que on peut dire que quasiment tout le monde est confronté à ce genre de situation, tous les salariés israéliens. C'est les retraites qui ne sont pas prélevées comme le veut la loi par les patrons, par les chefs d'entreprise. Oui, effectivement. Il y a maintenant plusieurs lois qui ont été votées en Israël pour obliger à ce que tous les salariés en Israël aient une retraite, pour justement éviter que des gens à la fin de leur vie se retrouvent sans ressources que ce qu'on appelle ici le butoir loumi, les assurances sociales. Et hier ou avant-hier ont été publiées des statistiques. 16% des salariés en Israël n'ont pas de retraite, malgré cette obligation légale. Bien qu'ils soient salariés. Et ce que vous me dites, c'est quelque chose qui est illégal. C'est-à-dire, vous posez le problème. Alors, il n'y a pas ce qu'ils ne prélèvent pas. Leurs employeurs ne prélèvent pas. Et ce qui est encore plus grave, ce qu'ils ont noté, je crois que c'est le Jeune qui a fait, d'après ce que j'ai vu, qui a fait une sorte de colloque à ce sujet, qui a invité des gens, c'est que si je me rappelle bien, 43% des cas se trouvent dans les entreprises du bâtiment et concernent bien entendu la population arabe. Maintenant, souvent vous avez sûrement entendu, on n'en a peut-être pas parlé assez ici, que malheureusement dans le bâtiment, il y a eu beaucoup d'accidents mortels. Oui. Et donc, on dit, non seulement c'est un métier très dangereux, et en plus, les gens qui travaillent là-bas ne sont pas assurés pour leur retraite, et c'est un problème. Et donc, c'est un appel que je lance aussi à nos auditeurs, qu'ils entendent bien ça, bien vérifier qu'il y a, à part tout ce que l'entreprise pourrait faire, il y a de toute façon un minimum que maintenant l'employeur doit prendre pour son salarié pour la retraite. Et s'il voit qu'on ne lui prélève pas une retraite, qu'il fasse attention, qu'il aille demander, qu'il aille se renseigner. Alors à ce moment-là, il doit s'adresser... Mais quoi qu'il advienne, par exemple, si un employeur n'a pas prélevé une retraite et que finalement, au bout du compte, il se débarrasse de son employé, l'employé peut le traduire en justice et lui réclamer cette retraite, et en général il aura gain de cause. Oui, mais d'abord c'est possible aussi que ces entreprises, au moment où il voudra lui demander, n'ait plus l'argent. Deuxièmement, vous savez, faire un procès, c'est pas évident. Et il faut payer les avocats, et c'est sûr, mais il vaut mieux éteindre les incendies. C'est pour ça que j'ai un appel que je fais de bien vérifier, puisque j'ai vu ce colloque aux gens.
Alors, une question concernant ce que l'on appelle en Israël la Hotza la Poal. Oui. Justement, j'aimerais savoir comment on traduit la Hotza la Poal, parce que c'est en fait l'instance qui retire des biens aux Israéliens s'ils n'ont pas payé leur dû dans différents domaines. Oui. Comment on appelle ça en français? En France, exécution de dette, je pense. Exécution de dette. Oui. En tout cas, je crois que c'est ce que traduit Google. Bon, donc il a raison. Il a raison, toujours. Et donc, il y a eu des statistiques aussi hier qui ont été publiées. C'est un sujet intéressant. Ils ont fait une étude depuis 10 ans. Et une chose qu'ils disent comme ça, que 500 000 cas sont mis en exécution de dette, ce qui est énorme, parce que ça agirait de un peu moins de 10% de la population en Israël, et c'est assez important. Maintenant, de qui il s'agit? Bien sûr, vous pouvez penser des gens qui sont divorcés. Souvent, il y a des cas où, à cause de ça, et ce qui est étonnant, ils ont fait aussi des études géographiques. C'est dans le Nord qu'il y a plus d'exécution, comme vous dites, de procédures d'exécution de dette que dans d'autres endroits. C'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi le Nord, peut-être parce qu'il y a une population qui est des fois plus faible, une population arabe plus importante, c'est possible aussi. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est ils ont remarqué que les gens qui ont eu cette procédure de mise en Hotza la Poal, en hébreu, exécution de dette, 80%, plus de 80%, en plusieurs années, arrivent à sortir de ça. Donc c'est un point d'optimisme. Okay. Il y a un problème, mais c'est un point d'optimisme que, apparemment, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais apparemment, ça veut dire que les gens d'abord veulent se sortir de ce mauvais, et qu'il y a une lueur d'espoir même quand on est dans cette situation. Alors, le dernier sujet que vous avez voulu évoquer ce matin dans notre chronique, il s'agit des sociétés cotées en bourse qui n'ont pas de viabilité certaine, en tout cas. Oui. Il y a, les comptes annuels ont été faits maintenant, et en avril, c'était le dernier moment qu'ils pouvaient publier. Et il y a une entreprise internationale, d'ailleurs, qui publie, mais d'après, vous savez, quand une entreprise est à la bourse, il y a les experts comptables doivent vérifier les comptes. Or, si les experts comptables jugent que la situation est problématique, ils doivent le dire pour que les gens sachent que peut-être la valeur de l'entreprise, ce qui s'appelle en anglais going concern, ils ont pour ça c'est toute une théorie, mais ils ont pour ça eux-mêmes des critères objectifs. D'accord. Ils ont dit il y a un peu d'amélioration, mais il y a quand même à peu près 9% des sociétés israéliennes, et surtout des sociétés, comme on a vu, comme l'histoire de Internet Zahav, c'est-à-dire l'IA Bezek, des sociétés d'investissement qui ont d'autres, ce qu'on appelle Arzakot, qui ont d'autres entreprises qui, eux, sont en danger, et aussi, bien sûr, les entreprises de biomède qui font de l'autre technologie, que là, effectivement, c'est un pari qui peut réussir ou qui peut ne pas réussir. Et donc, ils ont dit une petite amélioration, mais c'est encore souvent, comme je le dis, de la prudence. Et d'abord, les marchés sont extrêmement fragiles en ce moment. Il y a de nouveau, entre Trump et la Chine, vous savez, un grand problème. Et il y a le problème de Teva que vous avez souligné. Mais même des trucs très solides comme les obligations et tout ça, il faut faire extrêmement important parce que il peut y avoir des problèmes d'insolvabilité, comme on l'a vu récemment. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant, comme chaque semaine, de vous s'informer auprès de vous des changements, en tout cas économiques et commerciaux, qui sont intervenus, et des développements. C'est important. Je suppose qu'il y a beaucoup de contribuables israéliens francophones qui suivent cette émission pour être mieux informés de leurs droits en particulier. Merci beaucoup, Dr Daniel Gounaïm, d'être venu à notre studio ce matin. Merci. Et shalom.